Ensemble jusqu'aux portes de 11h ou de 0h, puisque cette émission est rediffusée tous les soirs sur les coups de 23h sur Film Guinée. Merci encore une fois de nous rejoindre. Si c'est maintenant seulement que vous nous prenez en marche, eh bien notre vocation, comme j'aime souvent le dire ici, c'est de vous informer, faire de vous les premiers et les mieux informés, et c'est au nom de votre droit à l'information. À présent, on attaque ce sujet, et c'est une décision qui fait des grincements de dents. Et pourquoi? Dans le secteur bancaire, vous allez le voir, les autorités de la transition à travers le ministère de l'économie et des finances et la Banque centrale de la République de Guinée mobilisent les banquiers pour une levée de fonds, tenez-vous bien, évaluée à 5 000 milliards de francs guinéens. Le ministre de l'économie et des finances, Moussa Cissé, et le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Dr Karamoko Kaba, ont signé un protocole dans ce sens avec l'association des professionnels de la banque le 15 septembre 2023. Et dans le milieu des affaires financières du pays, et certains parlent d'une signature au forceps, c'est-à-dire Ibrahim Sorilène Konsouma sous pression. On va juste relayer le contenu de ce protocole d'accord partiellement. Je vois dans la lettre le protocole d'accord entre la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances. Étant entendu que l'État guinéen a un besoin de financement d'urgence de ses infrastructures prioritaire de 5 000 milliards, étant entendu que les banques ont été sollicitées pour ce financement à travers les réserves constituées auprès de la BCRG sous forme d'obligations de trésor qui seront structurées comme suit. Première tranche, 2 000 milliards sur la base des réserves des banques pour 4 ans au taux de 9%, net d'impôts et de taxes. Deuxième tranche, 3 000 milliards par souscription libre pour une durée de 5 ans au taux de 13% net d'impôts et taxes. Voilà un peu le contenu. Les banques sollicitent la BCRG pour un assouplissement de la RO en lien avec la baisse du taux d'inflation afin de permettre aux banques de dégager de la liquidité pour accompagner le processus de financement d'urgence demandé par l'État. Ça, on l'a fait juste pour montrer aux gens que ce que nous disons, ce n'est pas du tout faux. Mais Khalil, il y a quelques jours, les économistes bien avertis nous avaient alerté sur cette situation. Beaucoup estimaient quand même que l'État était dans le besoin d'avoir de l'argent comme la lettre l'indique. Mais comment se fera le remboursement? Et j'apprends aussi que c'est une opération à forceps, puisque beaucoup estiment que les banques ont été obligées. Ces infos, je ne les confirme pas, parce qu'on n'a pas à recouper, mais beaucoup estiment que les banques étaient obligées d'être dans cette opération. Les banques, quand vous les demandez, vous savez, les gens ont peur de représailles. Pour le moment, ils ne donnent pas de réponse à tout cela. Mais comment le remboursement se fera? Beaucoup d'économistes nous ont dit que ça se fera sur les royalties des sociétés que les sociétés minières donnent pratiquement à la Guinée. Alors, dire que nous avons besoin de l'argent pour financer les infrastructures, moi je ne comprends pas beaucoup de choses. Tout à l'heure, je rappelais quand on était sur les salaires des fonctionnaires, un ministre, pas n'importe lequel, avait dit que depuis le 5 septembre, l'État a tellement engrangé d'argent que la Banque centrale est en train de refouler cet argent. Et pendant ce temps, les fonctionnaires sont mal payés. Pendant ce temps, l'État dit qu'il est dans le besoin d'avoir de l'argent. Mais Khalil, ce qui est aussi contradictoire, regardez aujourd'hui la passation des marchés. La plupart des marchés passés sont préfinancés par les bailleurs. L'État n'a donné aucun franc, ce qui n'est pas aussi normal. Et entre-temps, vous savez qu'on a aujourd'hui encore, on doit mobiliser les 6 000 milliards pour l'élection. Oui. Mais sauf que c'est important d'apporter cette précision-là, puisque selon nos informations, des informations concoctées, c'est important de sourcer là-dessus par nos confrères d'africaguinée.com, c'est que cette mesure n'est pas une exception guinéenne. Hein. À titre d'exemple, les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, se sont fixés comme objectif cette année de lever sur le marché des titres publics 7 milliards 400, plutôt près de 12,3 milliards de dollars. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que le Bénin aussi
a pu lever mi-septembre dernier, septembre plutôt en cours, 31,133 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA à l'issue d'une mission simultanée d'adjudication des bons assimilables du Trésor de durée de 364 jours. Vous avez aussi la Côte d'Ivoire tout près, et quant à elle, qui a levé en août dernier sur le marché des titres avec un montant estimé à 88 milliards de francs CFA pour faire face à ses besoins de financement, tandis que le Sénégal s'est fixé comme ambition de lever 1565 milliards de francs CFA. Donc, ce n'est pas une exception guinéenne. Non, pas une exception, oui. Ce n'est pas une démarche illégale. Je dis, jusqu'à ce que le gouvernement communique, on apprend dans certaines banques que ces institutions bancaires ont été forcées d'être à cette opération. Si c'est ce mot forcé... Oui, mais c'est ça aussi, la loi, elle est contraignante. Non, mais Khalil, non, si. attendez, non. La loi, elle est la loi l'autorise. Non. La loi l'autorise. Oui, la démarche justement est légale. Oui. Mais on ne peut pas obliger les banques. C'est ça la réalité. C'est autorisé. Mais si c'est fait par contrainte... On ne va pas faire lecture des codes. Non, on ne va pas faire lecture des codes. Moi, je pense... Bien. Alors, non, bien sûr. Alors, oui, non, Khalil, c'est ce que je dis. Oui. La loi l'autorise. Mais si on apprend que les banques ont été obligées, à moins qu'on ne confirme pas, que les autorités nous en donnent plus d'explications, mais ce mot contrainte-là, c'est ce qui me fait un peu mal. Bien, voilà. Alors, Aboubacar Junior. Non, moi je voudrais juste faire savoir aux grands frères que la politique monétaire pendant la transition, c'est pas une politique standard. C'est-à-dire la flexibilité économique répond à des normes et à des critères. Aujourd'hui, si le gouvernement est dans le besoin de financer des infrastructures, je pense que demander de l'argent aux banques, c'est pas mauvais en tant que tel. Et la Banque centrale de la République de Guinée, l'unité centrale des banques en Guinée, ça veut tout simplement dire que toutes les banques primaires ont leur compte à la BCRG. Mais quand le gouvernement veut financer des projets, les banques peuvent collecter des fonds à la Banque centrale permettant de financer les projets de l'État, puisque tout ce qui appartient à l'État va venir à la Banque centrale, il y aura une possibilité de remboursement. C'est comme si les banques primaires tombent en faillite. Normalement, la Banque centrale va les financer pour payer les clients, pour régler les clients, mais après que la banque se relève, la même chose va se faire, c'est-à-dire le remboursement à la Banque centrale. Donc ça, c'est nécessaire. Et vous parlez des projets prioritaires du gouvernement. Vous savez aujourd'hui qu'avec la nouvelle loi de finances, plus de 44% du budget du développement, du budget national, c'est-à-dire des investissements de l'État, vont sur les infrastructures routières. Et vous voyez aujourd'hui le résultat, 11 villes de l'intérieur du pays doivent avoir le bitumage, c'est-à-dire des préfectures qui n'ont jamais connu le goudron depuis l'indépendance, et ces projets sont financés, n'est-ce pas, par le budget national de développement. Forcément, il faut prendre l'argent à la banque pour pouvoir faire face à toutes ces dépenses. Et au-delà de ces préfectures, vous avez 212 km dans la capitale guinéenne qui doit être reconstruite, c'est-à-dire désenclaver tous les quartiers pour non seulement sécuriser et favoriser la circulation. Donc tous ces projets doivent être financés par le budget national de développement. Et vous savez, quand nous sommes en transition, c'est pas facile que les bailleurs, les partenaires puissent... Bien expliqué, vraiment, je suis bluffé. Il faut certainement comprendre que... C'est par nécessité. C'est par nécessité. Parce par nécessité que le gouvernement a décidé de recourir, justement, bien entendu, de faire recours aux banques pour faire face à ses besoins en termes de financement. Exactement. Développement, ben voilà. Ça, c'est important. Fali Guilabogui, je vois quelqu'un sourire du coin des lèvres. Je sais ce qu'il va dire. Quel train de vie de l'État? Comment ça? Il est très élevé. Oui, comment Vous avez expliquer vu la loi rectificative des finances, oui, où le budget de la grande maison est passé de 400 à 800 et quelques. Mais c'est quoi la grande maison? La présidence, maintenant, attendez, assumez-vous l'inconnu. Je dis, le gouvernement devrait réduire son train de vie, Khalil. Alors, c'est la réalité aussi. Alors là, on est incapable même, on va laisser tomber ça, parce qu'on ne va pas réveiller les morts dans cette émission. Oui, par rapport à cette actualité, est-ce que les banques ont vraiment le droit de dire qu'elles ont été obligées, et ainsi de suite? Surtout que, voilà, c'est une démarche qui est légale. Oui, c'est une mesure qui est légitime et légale. Oui, ça existe, et je crois que... Bon, je ne sais pas si en République de Guinée c'est la première fois, sinon vous avez cité quand même des exemples. Et ça c'est dû parce que nous avons généralement un budget qui est déficitaire. Donc l'État essaye de développer des mécanismes pour pouvoir, sur lesquels il peut s'appuyer pour pouvoir investir. Et n'oubliez pas que même l'investissement étranger, pratiquement au fil des années, ça réduit.
de la façon dont les partenaires nous accompagnaient les années passées, ce n'est plus aujourd'hui comme ça. Donc il faut qu'à l'interne, l'État essaye de développer des mécanismes pour pouvoir financer des investissements. Donc sur cette actualité, moi je crois que peut-être ce qui a manqué à l'État, c'est l'État a manqué de pédagogie. Dans la mesure où, moi je crois que pédagogie vous parlez. Non, il fallait d'abord sensibiliser. Parce que quelqu'un, vous ne pouvez pas demander. Attendez, sensibiliser même si ça existe, sensibiliser sur une mesure qui est reconnue par la loi. C'est reconnu par la loi, mais si c'est la première fois, si c'est la première fois, je ne vous suis pas. Non, mais il faut me suivre. Bien, alors. Si c'est la première fois, si c'est la première fois, ce n'est pas la première fois. La première fois. Même Alpha Condé aussi, je crois. C'est pas la première fois. Avait fait la démarche légale. Oui, mais est-ce que les prêts au temps d'Alpha Condé, l'État les avait payés? Parce que disons que c'est un prêt. L'État est aujourd'hui dans le besoin pour pouvoir réaliser ces infrastructures. L'État fait recours aux banques, c'est un prêt. Mais à mon avis, il fallait d'abord commencer, il fallait qu'il y ait une pédagogie. Parce qu'on ne peut pas quand même tomber à bras raccourcis sur des banques pour leur demander de payer 5 000 milliards en 2 tranches. Donc s'il y avait de la pédagogie, on a une association des banquiers quand même qui existe, donc ça n'allait pas crier. Donc moi je crois que l'État doit quand même essayer de commencer par ça, c'est-à-dire passer par la pédagogie. Ensuite, je crois qu'il est quand même de la responsabilité des banques. Si ça existe noir sur blanc dans les lois de la République, que quand même les banques puissent donner cet investissement. Bien. Afin que les chantiers aujourd'hui qui sont ouverts puissent être exécutés. Bien. Mais cependant, il faut que si l'État prête, que l'État ait la responsabilité quand même de payer ses prêts. D'accord. Alors, bien. Merci Mfali Guirabougui. Ce n'est pas un prêt, il faut repréciser les choses. Khalil, allez-y, Khalil. Allez-y, Khalil. Voilà, je voudrais préciser d'abord que ce n'est pas un prêt. En tout cas, ce qui est dans l'article que nous avons lu, c'est sous forme d'obligation du Trésor. Ce qui veut dire que des banques ont l'obligation d'impôts et des taxes, et sur une durée bien déterminée, parce que je vois pour le premier montant c'est 4 ans et pour le deuxième montant c'est 5 ans. Donc dans ces périodes-là, l'État sera amené à retirer au taux de 13% pour le deuxième montant, non, pour le premier montant, pardon, et de 9% pour de 13% pour le deuxième montant et 9% pour le deuxième montant, parce que c'est indiqué aussi après déduction des impôts et taxes. Donc nous comprenons que ce n'est pas un prêt. Maintenant, d'abord pour les réserves obligatoires. Les réserves obligatoires, cela veut dire que des banques, ça c'est dans tous les États. Quand les banques, par exemple, doivent s'installer dans un État, l'État les oblige à déposer une réserve obligatoire. Le montant est défini selon les États et selon les transactions dans les États. Maintenant, quelle est l'importance des réserves obligatoires, parce que des réserves dont on parle, parce que c'est très important. Je voudrais quand même m'appesantir sur cet aspect. Parce que quand on parle des réserves obligatoires, cela veut dire que l'État, les banques mettent ces réserves-là pour faire face à des préventuels. C'est comme un exemple très profane. Quand vous voulez par exemple loger une personne dans votre maison, vous exigez une caution, c'est une garantie. Bien. Et l'État, évidemment, exige cette garantie au niveau des banques. Mais la garantie dont il est question, ça sert aussi à pallier certaines crises. Cela veut dire que quand il y a des crises, c'est bien sûr ces réserves-là, c'est à ces réserves-là qu'on fait face. Maintenant, quand l'État guinéen exige des réserves, c'est-à-dire veut aujourd'hui prendre dans les réserves de ces banques-là, moi ce que je crains, est-ce qu'il y a une garantie? Parce que là, on parle de financement. Et vous savez que la plupart des projets dans notre pays sont financés, ou bien si vous voulez, ce sont des projets réalisés par des entreprises internationales. Ce qui veut dire que nos fonds vont sortir du pays. Alors, si l'État prend cet argent, est-ce que vous avez une garantie que quand les banques feront face à une crise, l'État sera là, bien sûr, à remédier à cette crise? Donc ça, c'est une interrogation, ça, c'est une inquiétude que moi, je me fais. Et ce que je voudrais aussi soulever comme interrogation, quels sont les projets d'urgence que l'État voudrait financer? Est-ce les élections
dont nous avons parlé, ou bien ce sont des projets, parce que cela n'a pas été indiqué. J'aimerais avoir le protocole. On parle des infrastructures routières. Non, attendez, administratives mais également. vous ne savez pas, on a parlé des Et même projets sanitaires. d'infrastructures. Oui. On dit infrastructures prioritaires. Oui. Quels genres d'infrastructures? Ce n'est pas quand même Oui, mais indiqué c'est dans... notamment les routes, c'est Non, les hôpitaux. attendez, c'est vous qui le dites. Moi, je Oui. dis l'article que j'ai lu, parce que puisque je n'ai pas lu le protocole dont il est question, je ne peux pas préciser. Je crois avoir le protocole quelque part, mais allez-y. Voilà, Allez-y. ce que je voudrais simplement dire, Oui. il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'explications parce que le peuple en a besoin. Et comme Lincoln l'a aussi rappelé, on nous avait aussi dit... Les pédagogies. Allez-y. S'il y avait eu en amont, notamment une communication pour que ce soit les citoyens, les spécialistes soient vraiment informés, je crois qu'au sein de l'opinion, il n'y aurait vraiment pas eu de supputation. Bien, Oui. d'accord. Et je voudrais terminer pour dire que si réellement, à un moment, on nous faisait savoir que les caisses de la Banque centrale sont remplies, je pense que l'État n'aurait pas aujourd'hui besoin de commander au niveau des banques. Mais ce qui reste encore clair, je crois où ça va partir, parce qu'il ne s'agit pas de mobiliser les fonds, mais l'utilisation des fonds, comment ces fonds vont être utilisés. Et vous savez, nous sommes dans un pays aujourd'hui où rien n'est contrôlé. Vous avez des gouvernants qui sont en train de construire par-ci, par-là, des immeubles poussent un peu partout, mais est-ce que ça va partir encore dans ces poches-là? Parce qu'on ne peut pas continuer à cautionner la corruption alors qu'on ne contrôle pas les fonds de l'État. Je crois que je serais d'accord, bien sûr d'accord, même si les autres États l'ont fait, mais il faut comprendre que les autres États n'offrent pas les mêmes garanties aux bailleurs, aux investisseurs que l'État guinéen. Ce n'est pas le cas en Europe. L'Europe, la garantie, elle est assurée. Ce n'est pas le cas pour la Guinée. Et les spécialistes aussi des banques et les propriétaires des banques doivent se prononcer sur la question. C'est-à-dire, est-ce que Merci beaucoup, quelles Khalil. sont les conséquences Quelles sont les conséquences pour que le peuple aussi puisse savoir quelles sont les conséquences que cette demande de l'État pourrait impacter, pourrait avoir sur leur transaction. Leur vie. Allez, merci une, Khalil. une minute juste, je voudrais juste dire à Khalil qu'aujourd'hui, quand vous prenez 11 préfectures du pays qui doivent avoir le goudron, 1 km de goudron, il peut estimer le prix. Et quand vous prenez aujourd'hui l'échangeur de Hamdallah pour la route 2x2 jusqu'à Somphonia, c'est une priorité. Quand vous prenez la suite, la route Le Prince. Non, attendez, ça c'est le budget national. Beaucoup de ces projets sont des budgets nationaux. Non, mais il y a quand même le protocole d'accord avec la Chine. Non, c'est pas la même chose. Attendez, je vous explique ça. Je voudrais vous expliquer ça, grand frère, que les projets de l'accord cadre avec la Chine, c'est les projets de Cibitec et les deux échangeurs, c'est-à-dire kilomètre 36 et Kabylie. Et la route nationale Koya Dabola et tout le reste financé par... de Mosaïque vient de me faire parvenir le protocole. Voilà, il est là. Bien voilà. Allez, pratiquement ce qui est écrit dans l'article, c'est ce qui aussi... disons, c'est ce que contient bien entendu le protocole, un protocole dans lequel il est mentionné ceci, qu'il a été convenu et arrêté, ce qui suit, article 1, les banques sollicitent bien entendu la BCRG pour un assouplissement de la RO en lien avec la baisse du taux d'inflation afin de permettre aux banques bien entendu de dégager de la liquidité pour accompagner donc le processus de financement d'urgence. De financement d'urgence, c'est important, le mot il a toute son importance. De financement d'urgence est demandé par l'État guinéen. Je disais tantôt, parce que Khalil, son inquiétude, c'est de savoir où on envoie ce montant. Et on parle d'urgence. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quand vous allez à Tougué, vous allez à Lelouma, vous allez à Koubouya, vous allez à Mali, Yemberen, les populations sont contentes là-bas. Parce que eux, les chiffres qu'on entend ici à la Banque centrale depuis des décennies, ils ne voyaient pas ça. Aujourd'hui, ici, ils doivent marcher sur des routes nouvelles. Mais ils sont d'accord pour ces montants. Merci beaucoup. Mais quand même, il y a un exercice auquel, en principe, le gouvernement devrait se livrer, qui consiste à donner des explications au peuple de Guinée, aux citoyens. C'est-à-dire, Ganana qui nous écoute ce matin, ou M. Diallo, le vendeur, le boutiquier du quartier, qui apprend à la radio que le gouvernement a demandé 5 000 milliards de francs guinéens aux banques pour financer des projets, sans doute il va se poser des questions, il va se dire, mais attends, tout cet argent-là, pourquoi tout cet argent-là, il va où? Et c'est quelque part Ibrahim Souris. Et Diallo, il n'est pas de la responsabilité du gouvernement, n'est-ce pas, de fournir des efforts peut-être à travers le CNT
pour expliquer aux citoyens lambda tout ce que tout cela représente en fait. Oui, Ibrahima Khalil, il faut dire que le gouvernement a manqué de stratégie parce qu'il n'a pas communiqué. Moi, hier, je m'amusais à surfer sur Twitter. J'ai vu un internaute qui a fait une publication qui demandait donc aux citoyens d'aller retirer leur argent à la banque. Il y a une crainte aujourd'hui parce qu'on a été victime. Il y a une banque qui est allée en faillite. Je crois que c'était en 2011-2012. C'est la Badam et cette banque a été allée en faillite. Aujourd'hui, les clients, jusque-là, certains ont du mal à se faire payer. Donc, il faut dire aujourd'hui on doit s'interroger, est-ce que cette demande, bien que légale du gouvernement, est-ce que elle est la bienvenue actuellement? Parce que on apprend justement que les banques ont été obligées, donc, puisque l'État est leur partenaire direct, ont été donc obligés à mobiliser ces fonds. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de risque que certaines banques, après cette opération, qu'elles n'aillent pas en faillite. Donc, il y a des craintes. Aujourd'hui, ce que l'État doit faire, c'est donc de sortir pour communiquer, pour que les citoyens lambda qui sont au fin fond de Yomu et autres, qu'ils sachent la nécessité de cette mesure. Aussi, il faut dire que on a tendance à croire que le CNRD aujourd'hui, c'est-à-dire en train de faire une concurrence, on dirait, se comporte comme un gouvernement légal. Parce que c'est une jeune quand même qui a pris le pouvoir, qui a une mission. La première mission, le pays doit fonctionner. Oui, mais la première mission d'un régime de transition, c'est d'organiser des élections. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. Non, si je vous comprends bien, on doit tout arrêter, non, faire les élections. Mais il n'y a pas de visibilité. Non, je vous pose la question. Je ne dis pas qu'on doit tout arrêter, mais au regard des chantiers qui sont ouverts, au regard des chantiers qui sont ouverts aujourd'hui, on a l'impression que le CNRD se comporte comme un gouvernement, comme un gouvernement légal, comme un régime légal, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, la première mission du CNRD était justement d'organiser des élections afin que un régime démocratiquement élu continue à travailler. Contesté pour le troisième mandat. C'est un régime de transition, un régime d'exception. Chaque fois qu'il y a un régime d'exception, il y a toujours des conséquences néfastes dans l'économie guinéenne. Alpha Condé est arrivé ici, il a dit qu'il y avait un régime de transition puisque c'était dirigé par Sekouba Konaté. Il a dit que les caisses de l'État sont vides. Et très souvent, les régimes de transition, laissent qu'ils passent, parce que ce sont des personnes qui savent qu'elles sont venues pour un temps bien déterminé et souvent elles se remplissent les poches avant d'aller, ce qui n'est pas bon pour l'État. Aujourd'hui, je disais qu'il n'y a pas une visibilité sur la transition. Lorsqu'il n'y a pas de visibilité, il va sans dire que les bailleurs de fonds, les partenaires internationaux, justement, ne mettent pas de l'argent pour accompagner l'État, notamment dans la construction de ces infrastructures. Donc, le CNRD a ouvert énormément de chantiers aujourd'hui. On a comme l'impression qu'ils sont plutôt focalisés sur la réalisation de ces chantiers plus que d'organiser les élections pour rendre le pouvoir. Maintenant, par rapport à cette opération, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas une première, ça avait été fait. Et c'est tout à fait normal, mais seulement il faut communiquer et parallèlement il faut aussi organiser et il faut organiser la mission pour laquelle ces responsables, ces dirigeants de la transition sont là. C'est de réunir donc les acteurs politiques autour de la table du dialogue pour un dialogue harmonisé et pour que la transition puisse continuer sa marche et respecter le délai de 2 ans pour rendre justement le pouvoir. Et par rapport à ce sujet, je pense qu'il faut plutôt communiquer, il faut faire une large communication parce que nous sommes dans un état où il faut dire que les 40 ou 50% de la population sont analphabètes. Et lorsqu'il n'y a pas de communication, on laisse place aux rumeurs, comme c'était le cas avec ce tweet que j'ai vu hier, à dire qu'il faut aller retirer l'argent. Et tout ceci peut justement causer des préjudices au niveau de ces banques, parce que lorsqu'il n'y a pas de circulation, lorsque l'argent ne circule pas au niveau de ces banques pourraient aller en faillite, ce qu'on ne le souhaite pas. Et il faut donc communiquer. Et aussi, il ne faut pas amener de force ces banques à souscrire à cette opération si justement ces banques ne sont pas préparées à mobiliser ces fonds. Tout ceci, c'est pour éviter que ces banques n'aillent en faillite, parce que si les banques vont en faillite, ce sont des emplois ce sont des personnes, ce sont des Guinéens qui vont perdre leur emploi. Et ça va aussi se répercuter sur l'économie du pays. Vous nous écoutez en Dantari Kala, c'est dans la préfecture de Dalaba.
Merci de nous rejoindre sur Film Guinée encore une fois, la radio du peuple.